moi j'ai la chose, pierre qui roule, parce que nous sommes en montagne, et hier je suis allé en haut de la montagne et j'ai vu des pierres rouler, eh bien, pierre qui roule amasse mousse. On commence en petit comité, mais quel petit comité? Mais je suis certain que vu le profil de l'événement, le passé de tout à chacun va faire que la pierre va grandir, 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 et que les prochaines fois, au lieu d'être 24, je pense que c'est les chiffres exacts, nous serons déjà une bonne centaine. Et ce sera le début de grande ère, voilà, l'ère de l'amicale des chefs de village. Très improbable, j'ai bien réfléchi depuis hier, ça m'a même empêché de dormir. Et je crois que celle que j'ai sélectionnée, le début est tout sauf, comment dirais-je, plaisant. J'étais chef de village en hiver 79-80 au Boucanier. D'ailleurs, j'étais arrivé au Boucanier, tu étais présent à ce moment-là. Donc, saison, magnifique saison, avec une magnifique équipe. Comme chacun le sait, les Boucaniers, grand village de plongée. Et j'avais fait, moi, les Boucaniers, en 74 comme sport terrestre, en 77 comme restaurant annexe. Donc c'est un village que je commençais à considérer un peu comme ma maison. Et il y avait énormément d'habitués. Et des habitués, il y en avait pour la plongée. Et je retrouve, c'était au mois de janvier 80, je retrouve une GM américaine de New York, juive polonaise, et qui était, que j'avais pris en amitié depuis 1974, parce qu'en dehors de la plongée, elle venait à mes cours de gymnastique. Donc elle arrive au village, elle venait de se marier, et elle était à sa 350e plongée, je veux dire, et tout cela au Boucanier. Elle venait 3 à 4 fois par an. Hein, et sa plongée chérie et tout était la plongée au diamant. Voilà. Donc, voilà, elle arrive, me présente son mari, on prend un pot, et le lendemain matin, bon, première plongée, elle faisait les successives. Souviens-toi, il y avait plongée le matin après-midi, et je crois que c'était en milieu de semaine, plongée au diamant. Donc, j'étais là sur le ponton au moment où elle est partie, en compagnie de son mari, mais c'était vraiment la joie d'être à cet endroit. Elle me dit, regarde le diamant, c'est vraiment, regarde Sainte-Anne, c'est magnifique. Elle était amoureuse des Boucaniers. Voilà, le bateau part, et sur le coup de 11h30, j'étais à la tour du port avec, je me souviens toujours, Victoire, la barmaid de la tour du port. On était en train de discuter au sujet de la qualité du café, les GM se plaignaient, et je vois le Zodiac plonger, la sécurité plongée, revenir, mais rapidement au ponton. Et là, je dis, c'est connaissant un peu le truc, je dis, il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Je descends et on m'annonce qu'il y avait eu accident de plongée au diamant, sans me préciser, voilà, on a remonté. À mon avis, il y a un décès. Deuxième Zodiac, parce qu'il y avait le Zodiac de sécurité de la plongée et le Zodiac sécurité du bateau, donc arrive avec une personne recouverte, etc. Discrètement, ils vont vers la case de voile, pour ceux qui connaissent les Boucaniers, pour être un peu à l'abri des regards. Et j'arrive, et le mousse du bateau de plongée, j'ai tout compris. Le nouveau mari, enfin le mari de mon ami de New York, est sous la... Elle venait de mourir au diamant en plongée. Elle. Donc remontée, mais elle était... Donc coup de téléphone, police, transport illico presto sur Fort-de-France, pour, comment on appelle ça, le médecin légiste, pour, il y a un nom, pour l'autopsie. L'autopsie, voilà, excuse-moi, autopsie,
Moi, j'étais au téléphone, j'attendais et tout, ça a pris quand même du temps, et je n'ai eu que les résultats de l'autopsie que le lendemain matin. C'est-à-dire que l'après-midi s'était passé, etc. Et cet après-midi-là, avec le mari d'Annie, parce qu'elle s'appelait Annie, le prénom reste gravé dans ma mémoire, le mari d'Annie prévient les parents, ses parents, qui étaient, alors je précise, Annie était avocat à New York, son père était avocat à New York, sa mère était avocate à New York et son mari était avocat à New York. C'était vraiment... Et dans ma tête, je pensais plus au malheur qui s'était passé que ce qui risquait de enquête, etc., avoir affaire à une famille d'avocats, etc. Ce n'était pas du tout mon souci. Donc, il appelle le papa d'Annie et à un moment, je lui dis, tu me le passes, hein, passe-moi le téléphone, et j'ai expliqué au papa. Et je m'attendais vraiment à un orage, et j'ai eu un grand moment, un grand silence de l'autre côté du téléphone, et au bout d'une minute, il me dit en anglais, voilà, ma femme et moi-même sautons dans le premier avion, nous arrivons en Martinique. À l'époque, en ligne régulière, c'était un peu problématique. Donc, c'était le lendemain matin, ils sont arrivés le lendemain soir, il devait être 11h30 au village. Et j'ai vu le résultat de l'autopsie, elle s'était noyée. C'est-à-dire que les poumons étaient pleins d'eau, etc. Donc, l'enquête a commencé avec l'équipe de plongée, mais en parallèle, Annie était restée en Chapelle Ardente à Fort-de-France, et moi j'étais avec le mari et les parents. Et je me souviens, ça a dû durer de 11h du soir à 6h du matin. On était tous les quatre dans mon bureau de chef du village, pour ceux qui ont fait les bouquins, ils me connaissaient le bureau, etc. Et la discussion a commencé avec le père, parce que c'est lui qui menait la discussion. Il a dit, voilà, je ne cherche pas, on aura les résultats de l'enquête, je ne cherche pas à tout de suite incriminer qui que ce soit, je cherche à, et c'était mais fou d'ailleurs, je cherche à ce que ma fille puisse avoir un après heureux. Elle adorait cet endroit. Elle nous parlait que de cet endroit. Elle ne travaillait, c'était que pour... On aimerait, mais ça au bout de 2 heures, est-ce qu'il y aurait une possibilité, écoutez bien, une possibilité de l'enterrer dans la cocoterie? Et là, donc les bras m'en tombent. Et je commence à expliquer que chez nous, ça n'existe pas. Et puis on ne va pas commencer... D'une part, ce n'est pas autorisé, et si on devait commencer à enterrer des gens dans la cocoterie des boucaniers, voilà. Donc, alors il me dit, bon, si ce n'est pas possible, il n'est pas question qu'elle revienne à New York. Nous, on n'est pas attachés, on vient du ghetto de Varsovie, notre fille est née à New York, mais enfin, nous sommes citoyens du monde, elle aimait la Martinique, il faut qu'elle reste en Martinique. Alors il me dit, il y a un cimetière à Sainte-Anne. J'ai dit, oui, mais bon, cimetière. Et moi, je me renseigne le lendemain matin, parce que ça avait fait... je me renseigne le lendemain matin au niveau du secrétariat du sous-préfet de Marin, et on me dit, mais en France, on n'a pas le droit de refuser, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta confession, s'il y a une place vacante dans un cimetière, on ne peut pas refuser. J'ai dit, très bien, je m'adresse à la mairie maintenant et j'appelle, et à l'époque, je ne me souviens plus du nom du maire, j'appelle le maire de Sainte-Anne, et le maire de Sainte-Anne, un peu surpris et tout, me dit, mais bon, là, on a, c'est le terme, on a surbook, on n'a pas grande place dans le cimetière, mais laissez-moi voir. Et c'est dans l'après-midi où le secrétaire de mairie me rappelle et me dit, nous avons, vous savez qu'il y a
une période je ne sais plus combien, dizaines d'années, c'est des concessions, voilà. On a 2 tombes en fond de cimetière qui peuvent être, voilà, donc qui peuvent être remises, etc. Bon, je dis très bien. Bon, en parallèle, on attendait toujours le retour du corps sur les boucaniers. Moi, j'avais les parents. Et la police de Fort-de-France m'appelle le surlendemain matin en disant voilà, on vous propose de rapatrier le corps aux Antilles. Famille juive, donc à la recherche d'un rabbin. Il y avait le rabbin de Fort-de-France. On m'a donné les coordonnées que j'ai eues par téléphone dans les 2 heures qui suivaient. Je lui explique, etc. Voilà, nous avons une sépulture au cimetière de Sainte-Anne. Est-ce que vous pouvez être là? Alors le père m'a dit maintenant, bon, c'est dans les 24 heures. Hein, donc, je vois la mairie, j'explique, il faut préparer comment dirais-je préparer le tombeau. Ouais, préparer le tombeau pour trouver le cercueil sur Fort-de-France, etc. Et le lendemain matin, avec mon équipe plongée, quasiment au complet, mon chef des sports, Christian Joujon, qui a été chef des villages après, on se présente avec la famille au cimetière de Sainte-Anne. Et nous attendions le cercueil avec comment on appelle le véhicule qui transporte le cercueil, le corbillard. Ouais, le corbillard, c'était un corbillard. Je vois au bout d'un moment arriver un véhicule flambant neuf avec les tissus, etc., etc. Le rabbin était arrivé, s'entretenait plus ou moins dans un anglais approximatif avec la famille, etc. Et voilà, on rentre tous de concert après le cercueil sur 2 tréteaux comme ça se présente, sauf que la tombe qui devait être mise à disposition était les travaux pour creuser, pour enlever la terre, etc., étaient encore en cours. Je me retrouve avec 2 personnes, 2 Antillais, et qui étaient jardiniers du club. Donc ils faisaient ce boulot un peu en extra à M. Patrick, et ils étaient avec la pelle, et j'avais la famille, le cercueil, le rabbin, et je voyais les pelletés à gauche, à droite, etc. Et puis mes 2 jardiniers, hilars, parce que bon, c'était leur activité. Et moi, j'essayais de calmer de la famille. Mais une famille extrêmement digne, et ça va passer. Et un moment, je vois un de mes jardiniers brandir dans la main un fémur. Il restait, et tout, et le fémur, il essaie de le cacher, mais tout le monde l'avait vu, le jeter derrière le truc. Tu vois l'ambiance. On arrive, c'était prêt, ils installent les cordes pour descendre, etc. Et je me souviens plus le rabbin fait sa prière, etc., etc. Et arrive le moment de mettre le cercueil dans l'excavation, dans le trou, c'est le moment de le dire. Sauf que ils avaient pelleté pendant un petit moment, mais ils avaient fait une forme d'étranglement au milieu. C'est-à-dire qu'au moment de descendre le cercueil s'est retrouvé bloqué au milieu de... Comme un seul homme, les deux, mais là, c'est vision d'Apocalypse, je les vois sauter sur le cercueil, à l'intérieur du trou, et sauter pour... Mais c'est surréaliste. Et je te jure, donc j'ai dit là le rabbin dans tous ses états, je voyais tout, la sueur. La mère, je voyais une forme d'énervement. Le père, mais le mari, il était au fond, il était écroulé. Voilà comment s'est passé
l'enterrement de cette Annie, de cette jeune fille. Alors, pour te dire, depuis 1980, la dernière année où j'ai eu le mari, parce que les parents sont morts il y a à peu près une vingtaine d'années, le mari, je l'ai eu chaque année à la date de fin janvier. J'avais ou un coup de téléphone, ou à l'époque, parce qu'on n'avait pas les portables, j'avais un message. Et ça a duré, on va dire, jusqu'en 2010 ou 2011. Histoire improbable, effectivement. Histoire extrêmement improbable. Et par contre, pourquoi j'en ai parlé? Parce que c'est dramatique. Annie avait 31 ans quand elle est morte. Mais son père me l'a dit, mais quelque part, ma fille est morte heureuse. Elle était dans un endroit qu'elle adorait. Elle adorait la plongée. Et ça, voilà. Voilà.